Voilà une image qui devrait beaucoup plaire aux autorités japonaises. Les surfeurs sont de retour dans la baie de Fukushima. Un petit peu de normalité, 4 ans et demi après le séisme. Mais juste un petit peu. En mars 2011, plus de 380 000 personnes dans un rayon de 20 km autour de la centrale avaient été évacuées en urgence. Et aujourd'hui, le retour des civils évacués n'a été autorisé que dans une seule localité, Nahara. 3 autres petites villes, Futaba, Okuma et Tomioka, sont toujours en zone rouge, donc interdites d'accès. Si les surfeurs ont retrouvé leur spot favori sans se soucier de cette montagne de sacs noirs contenant de la terre contaminée, les habitants de la province n'ont pas retrouvé une existence normale. 150 000 réfugiés sont toujours en exil dans ces préfabriqués construits à la hâte au-delà du périmètre d'exclusion. Ken est missionnaire évangélique. Chaque semaine, Bonjour. ce jeune homme de 23 ans rend visite aux déplacés. Il n'y a plus guère que lui qui soit capable d'écouter leur détresse. Regardez ici, il n'y a que 3 pièces. 1, 2 et 3. Les toilettes et la salle de bain. 600 € de loyer pour ce petit bungalow, pour l'instant subventionné. Le gouvernement a commencé à réduire ses indemnités pour pousser les évacués à regagner leur domicile décontaminé. Est-ce que les gens sont rentrés à Nahara? Oui. À Nahara. Des voisins sont rentrés, mais ils ne connaissent personne. Ils se sentent seuls. Ils étaient mieux ici, dans la maison temporaire. Le Premier ministre conservateur Shinzo Abe veut tourner rapidement la page Fukushima, avant les Jeux Olympiques au Japon en 2020. On imagine que c'est ça, parce que les Jeux Olympiques arrivent. Le gouvernement veut se débarrasser du problème Nahara. Il ne veut plus perdre de temps avec nous, surtout si des étrangers viennent ici et qu'ils nous voient dans ces maisons. L'objectif des autorités, c'est donc de faire revenir volontairement les évacués, à l'intérieur du fameux cercle des 20 km, mais dans le seul secteur de Nahara, officiellement considéré comme sûr désormais. L'école n'est pas ouverte. Il n'y a pas d'enfants, ils vont peut-être la réouvrir au printemps prochain ou celui d'après. Ken est cette fois à la recherche d'un couple de retraités. Ils sont rentrés chez eux il y a 2 semaines. Ah, c'est peut-être là. Il faut que j'aille vérifier. Bonjour. Madame Kusano, vous êtes là? Bonjour. Je vous cherchais. Vous êtes rentré? Je vous cherchais partout dans le quartier. Quand on a évacué il y a 4 ans et demi, on n'avait que nos vêtements sur nous. Et on pensait qu'on allait rester seulement quelques jours dans cette maison temporaire. Ils sont contents d'être revenus, soulagés de ne plus être considérés comme des pestiférés. C'est mon fils qui a acheté cette voiture pour nous à Tokyo. On l'a gardée avec sa plaque. Oui, on n'a plus la plaque de Fukushima, car sinon on est discriminé. On nous insulte. J'ai peur. Oui, on a peur d'eux. Ils nous disent de ne pas approcher. Ils disent « Ne venez pas, les gens de Fukushima ». Les autorités ont cessé de leur verser leurs indemnités. Ils n'ont pas eu d'autre possibilité que de rénover leur ancienne maison et de s'y installer. Quand nous étions dans les maisons temporaires, je n'avais rien à part la tristesse et le désespoir. Je n'avais aucun avenir. On ne pouvait pas penser au futur. On ne voyait plus notre famille et notre maison était contaminée. On n'avait qu'à se laisser mourir. Dans la maison temporaire, vous m'avez dit que vous rêviez de ce jour où vous serez enfin chez vous. Mais en étant honnête, je ne pensais pas que ça irait si vite. Habiter dans une ville fantôme, sans voisins ou presque, ce n'est pas évident. Les magasins tombent en ruine,
La végétation reprend ses droits, seuls les plus âgés acceptent de revenir. Le 18 septembre dernier, le gouvernement a donc délégué son ministre de la Reconstruction à Nahara pour rassurer les habitants et accélérer le mouvement. Cette cérémonie d'ouverture est la preuve que les habitants peuvent revenir petit à petit et qu'ils peuvent récupérer leur territoire. Je reconnais que nous accélérons le processus, que nous allons vite, mais c'est pour le bien de tous que nous avons accéléré les choses. Le gouvernement assure que la décontamination a beaucoup avancé. C'est habitable, jure le maire de la ville. Et une belle brochette d'officiels peut donc se promener sans risque dans le joli parc de Nahara, officiellement nettoyé. Nous espérons que Nahara sera un modèle pour d'autres villes en termes de reconstruction. Et je propose mon aide aux autres localités qui voudraient s'engager dans cette voie. Aujourd'hui à Nahara, il y a un petit peu de monde. Les anciens résidents ont profité de la cérémonie pour se retrouver en famille. Dans ce parc qu'ils ont toujours beaucoup aimé, mais qui ne les rassure plus comme avant. J'ai beaucoup de nostalgie. Je veux rentrer même si la ville est complètement différente. Ce n'est pas reconstruit comme avant. Les gens disent que la décontamination est en marche. Mais il y a encore des endroits où les radiations sont présentes. Malgré tous les efforts des pouvoirs publics, seuls 10% des habitants de Nahara ont manifesté leur souhait de revenir. Et à ce jour, la plus jeune, c'est elle, Madame Higari, âgée de 55 ans. Elle célèbre aujourd'hui en famille le Higan, la fête des morts. Bonjour. Ah, c'est vous. Bonjour. Cela fait longtemps. On ne s'est pas vu depuis les obsèques de Monsieur Garipert il y a 5 ans. Depuis l'évacuation, c'est la première fois que la famille Higari peut honorer ses morts en toute tranquillité. Dans le cimetière familial, on peut enfin brûler un peu d'encens et trinquer à la mémoire des défunts. Le 15 août, l'autre fête des morts, on a pu avoir un laissez-passer. Mais nous n'avons pas pu rester très longtemps. Alors de pouvoir venir aujourd'hui directement de la maison familiale, c'est très symbolique pour nous. Très fort. Je suis très émue. Madame Higari vit dans cette grande maison avec son mari. Il travaille pour l'entreprise TEPCO, la compagnie qui gère la centrale accidentée. Mais ça, elle ne veut pas en parler. Elle justifie ce retour par nostalgie de leur terre d'origine et non pas parce que son mari travaille à quelques kilomètres de là. Toute la famille a été dispatchée dans la préfecture de Fukushima. La famille de mon mari vit dans une maison temporaire et ma sœur est à Iwaki avec ma nièce. Alors, on a décidé de rentrer chez nous, afin de réunir toute la famille. Madame Higari confie aussi qu'elle se sent plus en sécurité près de la centrale nucléaire, là où le processus de décontamination a été le plus efficace. Elle se rassure comme elle peut. Dans les hauteurs de Nahara, certains habitants refusent de renouer avec cet optimisme obligatoire. Âgé de 75 ans, ce prêtre bouddhiste milite depuis les années 90 contre l'énergie nucléaire. Ce qu'il redoute depuis des années est finalement arrivé, un nouveau Tchernobyl qui laissera éternellement des traces. J'ai moi-même mesuré les routes que prennent les fidèles tous les jours. À certains endroits, le niveau de radiation est de 0,3 microsieverts. Mais si vous avancez de 20 mètres, un peu plus loin, la radiation monte à 0,8, 0,9, voire 1 microsievert, soit 3 ou 4 fois plus que les chiffres donnés par les autorités. Le père Ayakawa, qui lit toutes les enquêtes du gouvernement, sait que 2% seulement des moins de 30 ans envisagent de se réinstaller ici. Ce qui signifie que son temple et toute la ville sont voués à disparaître. La raison pour laquelle les familles avec des enfants ne rentrent pas,
C'est parce que, dans un premier temps, le niveau de radiation ne baissera pas. Et ensuite, nous ne pouvons pas ignorer le risque qu'il y ait dans les 40 prochaines années un deuxième accident nucléaire. Les gens n'ont plus confiance. Les gens ne se sentent plus en sécurité ici. Malgré son âge avancé et son cancer en phase terminale, il n'a rien perdu de sa combativité. 2 jours plus tard, il est à Iwaki dans un autre temple. Des citoyens venus des 7 villes de la zone d'exclusion de Fukushima tiennent réunion. Ils représentent les quelques 10 000 résidents qui ont pour la première fois déposé une plainte conjointe pour obtenir une indemnisation. Le père Ayakawa est le délégué de Nahara. Nous avons atteint la 6e étape de notre plainte. Et le nombre de plaignants est aujourd'hui de 589 résidents évacués en ce qui concerne Nahara. Mais dans la salle, je vois plein de nouveaux plaignants aujourd'hui. Ceux entre autres de Minamisoma qui viennent de nous rejoindre et qui nous soutiennent dans ce combat. Ensemble, nous nous joignons à nos amis de Minamisoma et nous irons jusqu'à la victoire. Nous allons récupérer notre terre d'origine et encourager tous les autres à nous suivre. Ensemble, battons-nous jusqu'à la victoire. Battons-nous! 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 Merci beaucoup. TEPCO prend la responsabilité de l'accident de Fukushima. Aujourd'hui, la justice a organisé une nouvelle rencontre de conciliation avec les avocats de TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire. Ils se rendent en cortège vers le palais de justice, mais seuls 20 délégués y seront admis. Ne rentrez pas, nous ne voulons pas de vous. Nous ne voulons pas de caméra à l'intérieur. Les résidents n'ont pas le droit d'être accompagnés par des journalistes. Ils peuvent rencontrer les représentants de TEPCO, mais cela se fera sans témoin. Expliquez-nous, pourquoi les journalistes ne peuvent pas rentrer? Je ne suis pas d'accord. La caméra n'est pas autorisée. Cela ne fait pas partie de notre accord avec les résidents. Je ne vous ai rien promis. Ils ne devaient pas avertir les médias. Je ne vous dois rien du tout. Voilà la réalité du Japon aujourd'hui. Ils veulent cacher la vérité, ils ont honte. Sa réaction est emblématique de ce que le gouvernement japonais nous force à penser, que l'énergie nucléaire est une bonne chose, même après tout ça. Prêtre, arrêtez de dire des choses comme ça ne se fait pas. Vous devez partir, s'il vous plaît, quittez les lieux. 2 heures plus tard, le prêtre bouddhiste sort de son entretien avec les avocats de TEPCO. Aujourd'hui, c'est la 13e fois que je les rencontre. Ils gardent cette attitude arrogante. Ils ne veulent pas se confronter à la réalité. Ils ignorent les victimes, les dégâts qu'ils ont causés. Leur opinion est faite. Ils veulent nous abandonner. Ils ne changeront jamais. Sur la Nationale 6, direction Fukushima, on roule comme si de rien n'était. Mais très vite, la circulation se raréfie. Aux abords de Nahara, la ville tourne au ralenti. Pas d'usine, pas de bus scolaire. La seule chose qui marche, c'est ce supermarché de proximité qui a rouvert dans une localité qui comptait 7000 habitants. À Nahara, avant la catastrophe, on trouvait ces petits magasins partout. Aujourd'hui, il n'y a plus que celui de Madame Murao. Elle a donc énormément de travail. 7800 yens, voilà, merci beaucoup. Bonjour, c'est votre tour. Voilà votre monnaie, merci beaucoup. On est le seul magasin. Si on n'était pas là, les travailleurs de la centrale ne pourraient pas acheter, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Voilà, merci beaucoup. Alors qu'ils travaillent très dur, ce serait leur rendre la situation encore plus difficile. Mais je suis tellement fatiguée. Bonjour, vous pouvez avancer. 2000 travailleurs passent chaque jour en coup de vent acheter leur déjeuner, leur café et leur dîner. La centrale nucléaire TEPCO n'est qu'à 15 km. Non, 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 je ne suis pas du tout riche. Je travaille avec 16 autres personnes et je paye les salaires. Le mois dernier, nous avons fait 22 000 euros, ce qui nous permet de rester ici. On travaille tous ensemble et on aide les travailleurs.
Sinon, qui le ferait? Pour les travailleurs du nucléaire, ce supermarché, c'est enfin un retour à la normale, ou presque. Mais bien peu d'entre eux acceptent de parler, de peur d'être renvoyés. Tout va bien, tout va bien. Sur le parking, un candidat à l'embauche veut bien parler, mais discrètement, pour ne pas être dénoncé comme trop bavard. Je pense que les radiations sont maîtrisées et je suis sûr qu'ils ne nous obligeront pas à travailler trop dur. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais à la télévision, ils disent que tout va bien, alors je pense qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de courage pour aller travailler là-bas. Vous faites erreur. On n'a pas besoin de courage puisqu'il n'y a pas de problème. Au nord de Nahara, il y a une plus grosse ville, Minamisoma. Elle se trouve à plus de 20 km de la centrale. En 2011, les 2/3 des habitants se sont enfuis. La ville s'est vidée en quelques jours. Minamisoma n'a pas fait partie de la zone d'exclusion obligatoire. Alors, les 3/4 de ses 80 000 habitants sont revenus un an après la catastrophe. C'est ici que le gouvernement a installé un centre d'études des populations irradiées au cœur même de l'hôpital public de la ville. Monsieur Takada, venez à l'intérieur, s'il vous plaît. Mettez le dos contre le mur. L'examen va durer 2 minutes. Je cherche les pics de césium. Et sur la droite, je mesure le taux de cadmium, une radiation que l'on trouve naturellement dans le corps. Si on ne mesure pas ce taux de cadmium, on ne peut pas connaître le degré d'exposition aux radiations. Chaque jour, des volontaires viennent se soumettre à une batterie d'examens. Mon souhait est que tout le monde connaisse les résultats de ces tests. Je veux que les gens sachent si les radiations sont dangereuses. Depuis l'accident, je n'ai plus le choix. Je dois vivre avec ces tests pour le reste de ma vie. L'hôpital communique les résultats sur le site internet de la ville, en espérant que les données encourageantes rassureront les familles avec enfants en bas âge qui ne sont toujours pas rentrés. Les sujets chez lesquels nous trouvons de forts taux de radiation sont uniquement des personnes âgées qui, depuis mars 2011, gardent de mauvaises habitudes. Ils ramassent des champignons sauvages dans les montagnes. Le ratio est d'une personne sur 100. Et quand je les questionne, elles me disent qu'elles ont mangé des champignons. Et afin de rassurer un peu plus les 20 000 résidents manquants, l'hôpital de Minamisoma vient d'investir $1 million dans ce scan pour bébés. Il en existe 3 dans tout le Japon. Alors les bébés se mettent sur le ventre et les mains vers le haut. Mais beaucoup de bébés n'arrivent pas à rester dans cette position. Lorsqu'ils pleurent trop, on doit les enlever puis les remettre. Cela dure souvent une vingtaine de minutes. Alors 10 bébés par jour, c'est suffisant. C'est le maximum que l'on arrive à scanner. En un an, 800 enfants âgés entre 0 et 6 ans ont été scannés. Aucun d'entre eux ne présentait de radioactivité. À Minamisoma, comme dans le reste de Fukushima, la dose maximale de radioactivité a été relevée à 0,20 microsieverts par heure, soit le double de la norme internationale. Sous ce seuil, le gouvernement japonais estime qu'il n'y a pas de risque. Cela veut-il dire que les résidents de Fukushima sont 2 fois plus résistants que les autres? Tous ne voient pas les choses de cette manière. Yuichi Ozawa est ingénieur. Depuis 4 ans, il parcourt la localité et mesure avec son équipe les taux de radiation concentrés sur les terres des fermiers de la commune. 1060, 080. Les radiations sont acheminées par l'eau de pluie qui tombe du toit et s'écoule ensuite par ce tuyau. Elles se concentrent sur le béton. Ici, il y en a beaucoup. On ne peut pas l'enlever, même en grattant la terre. Ça revient systématiquement. On va prendre un échantillon et l'analyser. Ça, c'est ce qu'on appelle un hotspot, un point chaud. Ces bénévoles sacrifient leur santé pour une raison très précise. Ils souhaitent faire évacuer les habitants de cette région, jugée trop dangereuse du fait de la radioactivité. 036, 042. Les données recueillies serviront de preuve, en vue d'une plainte que l'ingénieur compte déposer contre le gouvernement en avril.
Ici, sur ce morceau de béton, on trouve une grande concentration de radioactivité. Là, c'est pas trop dangereux parce que c'est haut. Mais si c'était plus bas, les gens s'assieraient. Les personnes n'avalent pas de particules, mais le contact se fait par les hanches. Elles sont irradiées instantanément. Et ça cause des dommages irréparables pour la santé. Les mesures sont souvent différentes d'un jardin à un autre. Parfois, il suffit de quelques centimètres pour que les compteurs s'affolent, comme ici, près de ces rizières. Regardez, le compteur Geiger indique 2,94 microsieverts. C'est déjà beaucoup. Maintenant, je vais poser le compteur sur le sol, près de ces rizières. Et là, le niveau de radiation explose instantanément. 19,3 microsieverts par heure, soit 100 fois plus que la norme légale. Les autorités mesurent également cet endroit, mais elles choisissent le taux le plus bas, 0,3, 0,4 microsieverts par heure, selon les endroits. Avec ces chiffres, elles arrivent à convaincre les fermiers que tout est sûr, que la zone est saine, qu'ils peuvent continuer à travailler dans leurs champs et à vivre ici. Mais moi, je ne suis pas d'accord. La radioactivité ne s'est évidemment pas limitée aux zones que le gouvernement a lancées sous surveillance. Elle a atteint également ces montagnes qu'il est impossible de décontaminer. Il faudrait couper toute la végétation. Vous voyez ici, il n'y a pas de barrage, contrairement à ce qui se pratique dans les autres villes. L'absence de barrage empêche de bloquer les eaux et les radiations qui redescendent des montagnes. Et évidemment, ça contamine l'eau potable de Minamisoma. Et puis en plus, il y a 2 semaines, lors des inondations, des milliers de sacs contenant des végétaux et de la terre contaminés ont été emportés par la rivière et ils sont venus se déverser ici. Lui, il ne croit plus aux propos rassurants des autorités qui estiment que tout est à peu près rentré dans l'ordre. Il n'est pas le seul à ne plus avoir confiance. À 300 km de là, à Tokyo, les Japonais font depuis quelques semaines ce qu'ils font en général assez peu. Ils manifestent. Un vent de fronde souffle en effet désormais sur le Japon. Il vise directement la politique du Premier ministre, Shinzo Abe. Son souhait de relancer le nucléaire choque une bonne partie de la population. Depuis Fukushima, je ne suis plus du tout d'accord avec la politique du Premier ministre Shinzo Abe. Imaginez, et c'est quand même incroyable, qu'il veut relancer le nucléaire alors que l'on a dû évacuer 380 000 personnes et que 150 000 d'entre elles sont toujours en exil. Mais Shinzo Abe, aux yeux des Japonais, ose bien pire encore. Il souhaite revoir la doctrine de défense de son pays et autoriser le Japon à se lancer dans des opérations militaires extérieures. Il a déclenché la tempête dans un pays désormais pacifiste après le désastre militariste de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, au Japon, antinucléaires et pacifistes se retrouvent main dans la main.